Alors pour scruter, décrypter comment accompagner au mieux les enfants nés des viols, il nous faut parfaitement appréhender, comprendre la situation dans laquelle se trouvent les femmes à l'issue de leur parcours migratoire. Et je veux donc parler de la situation dans laquelle elles sont à leur arrivée en France. Je vais donc laisser la parole au docteur Claire Tantet. Claire Tantet est médecin infectiologue, notamment à l'hôpital Bichat. Elle a fondé l'association 1000 parcours qu'elle précise. Et Claire va mettre en lumière les types de violences sexuelles subies par les femmes au fil de leur trajet, mais aussi à leur arrivée en France. Elle va donc nous livrer une vision à la fois extrêmement précise, avec des chiffres à l'appui. Je précise que ces chiffres sont extrêmement rares, et des sévices subis par ces femmes. Je voudrais qu'on l'accueille très chaleureusement. Claire Tantet, elle est là. Je vais vous laisser la parole. Voulez-vous mettre au pupitre? Vous voulez vous installer là? Bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation, Hélène particulièrement. Donc oui, je m'appelle Claire Tantet, je suis médecin infectiologue et je travaille à l'hôpital Bichat et à l'hôpital Avicenne dans un service de maladies infectieuses au sein du dispositif Parcours. C'est un dispositif qui accueille les femmes exilées qui viennent d'arriver en France et qui sont en situation de précarité. Il m'a été demandé aujourd'hui de faire un état des lieux de ce que vivent les femmes exilées à l'arrivée en France et le lien avec les violences sexuelles, et c'est ce que je vais vous présenter. Tout d'abord, en ce qui concerne des chiffres sur la proportion de femmes migrantes en France, il y a à peu près 10% de la population en France qui sont une population d'immigrés et 51% sont des femmes. Sur le petit schéma, vous voyez en vert clair la proportion des femmes et en bleu foncé la proportion des hommes. Et vous voyez que ces dernières années, la proportion de femmes a dépassé la proportion des hommes. Auparavant, les femmes migraient principalement dans le cadre des regroupements familiaux. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas en partie, mais cette partie-là a diminué. Et maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui migrent seules pour quitter notamment des systèmes d'oppression, pour des raisons économiques aussi parfois, pour leurs études aussi souvent. Moi, ce que je vais aborder là aujourd'hui, c'est la situation des femmes qui quittent leur pays et qui sont dans le cadre de la demande d'asile à l'arrivée en France, donc des femmes qui ont quitté leur pays plutôt pour des raisons de violence. Je vais vous donner des chiffres, je vais illustrer aussi par des situations cliniques de patientes qu'on accompagne à l'hôpital. Ce sont des chiffres qui parlent d'une réalité qui est difficile, donc c'est un topo qui est difficile, ce n'est pas un sujet anodin, le sujet des violences sexuelles chez les femmes exilées. Donc je repose le sujet maintenant. Les patientes qu'on accueille sur le dispositif Parcours ont fui des violences qu'on dit basées sur le genre. Donc, il y a plusieurs types de violences qu'elles peuvent avoir vécues. L'excision ou la crainte de l'excision de leur fille, un mariage forcé ou la tentative d'un mariage forcé, des violences conjugales, une homophobie, une discrimination liée au VIH ou un contexte de crise humanitaire dans lequel, on le sait, les enfants et les femmes sont beaucoup plus exposés aux violences et notamment aux violences sexuelles. Très souvent, dans les patientes qu'on reçoit à l'hôpital, elles ont vécu plusieurs types de violences. Si je reprends là l'exemple d'une jeune femme qu'on accompagne à Bichat, c'est une fille qui avait été protégée de l'excision pendant que son père était vivant, parce qu'il était contre l'excision, et son père est décédé. Et au moment où il est décédé, sa mère a été remariée à un oncle plus âgé qui, lui, était pour la pratique de l'excision. Donc cette jeune fille a été excisée tard, elle a été excisée à l'âge de 14 ans. Dans les suites de son excision, il a été décidé qu'elle serait mariée, et ça a été le cas. Elle a vécu des violences conjugales, elle a eu une première grossesse dans le cadre de ce mariage forcé. Et quand elle a fait son suivi de grossesse au dispensaire, on a diagnostiqué une infection par le VIH, son mari étant le seul partenaire qu'elle ait eu. Et sa belle famille a su qu'elle était infectée par le VIH et l'a chassée, alors même qu'elle était enceinte. Donc,
c'est un exemple pour vous dire que très souvent, il n'y a pas un seul sujet qui fait qu'on part, mais un continuum de violence qui se passe déjà dans le pays d'origine et qui va se poursuivre ensuite sur la route et à l'arrivée en France. Les parcours migratoires sont plus ou moins complexes. Là, je vous ai mis le trajet migratoire, nous, qu'on retrouve le plus, parce que les patientes qu'on reçoit sont pour la majeure partie d'entre elles originaires de Côte d'Ivoire. Elles ont un transport terrestre. Donc, elles vont traverser beaucoup de pays, accompagnées parfois par des groupes, par des passeurs. Ces trajets ne sont pas linéaires. Il va y avoir des arrêts sur la route, des arrêts à des moments stratégiques, à des moments où il faut passer des frontières, des arrêts parce que finalement on a besoin d'argent et qu'il faut travailler. Je pense à ce parcours par exemple où la femme s'est arrêtée pour plusieurs mois au Mali pour se refaire de l'argent pour pouvoir continuer la route. Donc c'est des trajets qui sont complexes. Et sur des trajets comme ça, le risque de violence sexuelle, il est quasiment de 100%, notamment quand il y a des passages par la Libye, où on sait qu'il y a de la torture, notamment dans les prisons libyennes. Donc ça me fait penser à une patiente dont on parle beaucoup, qui s'appelle Myriam, qui est une jeune femme qui a fui, elle était enceinte quand elle est partie, et cette femme, elle a entrepris le voyage migratoire comme ça, et elle s'est retrouvée à accoucher de son bébé au Maroc, dans la forêt, entourée par d'autres femmes qui faisaient la route avec elle. Et ensuite, elle a pris le bateau vers l'Espagne avec ce nouveau-né dans les bras, puis est arrivée en France. Ça pour vous illustrer la complexité que peut représenter un parcours migratoire. Si on regarde maintenant les chiffres des demandeuses d'asile en France, pour toutes les références biblio, je vous ai mis le QR code et la référence, vous pourrez les retrouver. Ça, c'est le rapport de l'OFPRA 2024 qui disait que sur un total de 153 600 demandes, il y avait 44% des demandes d'asile qui étaient des femmes. Je n'ai pas retrouvé le chiffre de femmes qui demandaient l'asile pour des violences sexuelles parce que ce n'est pas dit dans le rapport. Ce qui est dit, c'est que les violences sexuelles sont souvent invoquées, et notamment celles que je vous ai citées sur la première slide. Il y a un taux d'acceptation générale qui est de 38% chez tous les demandeurs d'asile et plutôt un peu plus élevé chez les femmes qui demandent l'asile, 47%. Et dans le rapport OFPRA, ils ont identifié aussi les filles qui demandaient la protection pour risque d'excision. Donc ça concerne 3571 fillettes en 2024 qui ont été protégées pour leur risque d'exposition au VIH. Mais on ne sait pas sur le nombre total de demandes, finalement, quel pourcentage a été accepté. Si on continue sur cette population particulière des femmes exilées demandeuses d'asile, il y a une grosse étude qui a été faite par Dr Kouani et son équipe, qui a interrogé 270 demandeuses d'asile en France. Et il a mis en évidence que sur ces 270 femmes, 75,7% d'entre elles avaient subi des violences sexuelles avant l'arrivée en France. Donc ça vient confirmer les chiffres de l'OFPRA, qu'il y a beaucoup de femmes qui demandent l'asile pour des violences sexuelles. Chez ces patientes-là, il y en avait plus d'un quart qui avaient subi des violences sexuelles durant leur première année d'arrivée en France. Et ça, on va le revoir aussi un petit peu plus tard. Mais les premières années d'arrivée en France, c'est vraiment un moment où il y a une exposition majeure aux violences sexuelles. Et c'est là qu'on doit intervenir en termes de prévention. 4,8% d'entre elles, les violences sexuelles étaient des viols. Donc oui, ça, nous, on le retrouve beaucoup chez les patientes qu'on suit. Je pense à toutes ces femmes aussi qui arrivent de leur parcours migratoire, par exemple à Gare du Nord, où il y a beaucoup de rencontres entre différentes communautés, des gens qui vont parler des dialectes communs, qui vont se reconnaître, et des femmes qui, du coup, vont être hébergées chez des compatriotes en échange de rapports sexuels ou en échange d'une exploitation domestique. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on va rechercher quand une femme nous dit que oui, je suis hébergée, ça va, mais chez des compatriotes, c'est toujours une vulnérabilité importante.
Le fait d'avoir subi des violences sexuelles avant l'arrivée, ça multiplie aussi le risque post-arrivée. Globalement, le fait d'avoir vécu des violences sexuelles dans sa vie fait qu'on est plus à risque d'en vivre d'autres. On pourrait parler de ce chiffre-là pendant très longtemps, ce qui dit plein de choses. Mais voilà, il faut garder en tête que si vous rencontrez des personnes qui ont vécu des violences sexuelles dans le passé, elles sont plus à risque d'en revivre. Et on sait, c'est évident, mais les chiffres le disent là, que quand on n'a pas d'hébergement, ça augmente le risque de vivre des violences sexuelles, parce qu'on va être hébergé chez des compatriotes, parce qu'on va avoir des rapports sexuels tarifés en échange d'hébergement, parce qu'une femme à la rue subit des viols à répétition. Et donc c'est un vrai facteur de risque d'exposition aux violences. Et chez les demandeuses d'asile, le chiffre qui sort, c'est qu'il y a 10 fois plus de risques de vivre des viols quand on est demandeuse d'asile. Donc c'est des chiffres qui sont énormes. Un petit point sur le VIH, une belle étude dont vous avez entendu parler, que je vous invite à explorer, est passionnante, c'est l'enquête Parcours, qui date un petit peu maintenant, mais qui a montré que chez les personnes infectées par le VIH d'Afrique subsaharienne, 35 à 49% d'entre eux s'étaient infectés une fois qu'ils étaient arrivés en France. Et ça, c'est super important de se le rappeler, que chez cette population migrante qui arrive en France, qui est en situation de précarité, il y a un risque d'exposition au VIH qui est majeur. On a une patiente comme ça qu'on accompagne, qui a fui le Cameroun, qui a pour échapper à un mariage. Elle est arrivée en France, elle s'est retrouvée à la rue, elle a été violée et contaminée par le VIH sur les 2 premiers mois de son arrivée en France. Et si maintenant on se tourne un peu plus vers le lien entre les grossesses et les femmes exilées, j'ai essayé de chercher des chiffres qui parlaient de l'accès à la contraception et à l'IVG des femmes exilées. En fait, il n'y a pas d'études réellement solides, il y a des thèses de médecine qui ont été faites. Ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a davantage de grossesses non désirées chez les femmes exilées, qu'il y a un taux d'utilisation de la contraception plus faible, et que la contraception majoritaire, c'est l'implant contraceptif aussi, parce que c'est souvent celle qui est proposée après une IVG. Et dans les centres d'orthogénie où les femmes arrivent pour faire une IVG, les femmes d'Afrique subsaharienne migrantes primo-arrivantes ont 1,5 fois plus d'IVG que dans la population générale. Si on regarde l'accès à la PMA, c'est une grosse thématique dans notre équipe en ce moment, parce qu'on a beaucoup de femmes exilées qui sont en demande de PMA. Vous le savez probablement, mais la PMA, c'est pas possible quand on a l'AME ou quand on n'a pas de couverture sociale. Il y a certaines choses quand même qui sont possibles de faire, notamment le bilan d'infertilité qui est trop souvent refusé pour des mauvaises raisons. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que même pour ce bilan d'infertilité, ou même chez des femmes qui ont une couverture sociale, qui théoriquement pourraient accéder à la PMA, il y a des obstacles. Et les obstacles, je crois que c'est un bon exemple, la PMA, pour montrer qu'on a peu adapté nos systèmes de soins à cette population, mais rien que de prendre un rendez-vous entre J3 et J5 des règles, en appelant la secrétaire de la PMA pour fixer le rendez-vous, pour l'hystéro, etc. Bon, déjà, pour des personnes qui sont insérées dans le soin, qui savent lire le français, parler le français, qui ont un téléphone, c'est pas facile. Mais chez la population qu'on accompagne, c'est des mises en échec. Donc, nous, on voit des patientes qui sont vraiment découragées parce qu'elles n'arrivent pas à prendre leur rendez-vous pour leurs examens, tout simplement. En ce qui concerne les grossesses, c'est 24% des naissances en France qui concernent les femmes nées à l'étranger, donc c'est pas négligeable, ça fait un quart des grossesses. Et globalement, le message que je vais vous passer dans les dernières slides, c'est que les résultats obstétricaux des femmes sont plus défavorables. Des femmes exilées sont plus défavorables que les autres grossesses, globalement. Si on regarde un peu plus dans le détail, le suivi périnatal, par exemple, les femmes d'Afrique subsaharienne rentrent plus tard dans le suivi. Ça aussi, il y a plein de raisons qui font qu'elles rentrent plus tard dans le suivi. Il y a que parfois, elles ignorent comment accéder au système de soins, qu'elles peuvent craindre aussi, ça on le voit souvent, d'avoir des factures si elles se rendent à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas de couverture sociale, donc elles vont rentrer plus tardivement, parce qu'elles ratent des rendez-vous. Voilà, pour beaucoup de raisons. Et le suivi prénatal, globalement, il est moins bon chez ces femmes qui sont en situation administrative précaire. La barrière linguistique, ça joue beaucoup. Et ça, je crois que c'est un des
une des premières choses qu'on peut essayer de mettre plus en place. Nous, à l'hôpital Avicenne, il y a des praticiens parfois qui ne connaissent pas le service d'interprétariat, alors même qu'on reçoit énormément de patients allophones. Donc ça, j'aurais envie que cette partie-là se soit réglée quand même maintenant avec les services d'interprétariat hyper performants qui existent. L'absence de droits sociaux et aussi la méconnaissance des dispositifs. Et les issues obstétricales, c'est plus de prématurité, 9,5 versus 6% de préma chez les femmes d'Afrique subsaharienne. Les césariennes, beaucoup plus de césariennes. Alors vous pouvez imaginer comme ça peut être violent de vivre une césarienne en urgence quand vous ne parlez pas français et que personne ne s'est servi d'un service d'interprétariat pour vous expliquer qu'on allait sortir le bébé par césarienne. Ça, c'est des récits aussi qu'on a. Une morbidité maternelle sévère. Une morbidité maternelle, c'est le fait de vivre une complication grave qui n'entraîne pas de décès. C'est le stade avant, donc elles sont plus fréquentes. Ça, c'est lié notamment au risque d'hypertension artérielle chez les femmes qui sont suivies, qui sont plus fréquents. Et pour terminer, un chiffre qui fait mal, c'est le chiffre de décès maternels, qui est multiplié par 3, c'est énorme, chez les femmes nées en Afrique subsaharienne par rapport aux femmes nées en France. Donc ça, il y a plein de causes, il y a le retard dans la décision de consulter, il y a la difficulté d'accès aux soins et la qualité inégale de prise en charge. Et ça, pour pousser ce sujet-là, qui est un sujet très, très important, je vous invite à lire les travaux de Louise Virol et de Priscilla Sauvegain sur l'injustice reproductive. Donc l'injustice reproductive, c'est ces mécanismes sociaux et institutionnels qui limitent l'accès équitable aux soins de grossesse et d'accouchement. Pour terminer, là, c'est les chiffres. Après, il y a toutes les discussions qu'on a avec les patientes que j'ai moins retranscrits ici. Mais dire que voilà, il y a des femmes qu'on accueille qui sont dans des situations d'extrême vulnérabilité, qui sont parfois à la rue et qui ont des désirs de grossesse. Et ça peut générer chez les professionnels de santé une incompréhension aussi. Dire mais comment elle peut vouloir faire un bébé dans cette situation, etc. Donc ça demande aussi un travail chez nous d'aller questionner nos représentations et puis les représentations aussi des femmes qu'on accompagne. Ce que ça peut représenter aussi d'avoir une grossesse dans son parcours de femme. Le fait d'avoir des enfants, c'est aussi parfois prouver au reste du monde qu'on est bien une femme. C'est une accroche à la vie pour des femmes qui sont très isolées aussi. Et ça peut être un soutien à l'ancrage en France aussi, dans le cadre notamment des demandes d'asile. Il y a parfois un manque de communication, de compréhension entre les patientes et les professionnels de santé qui les accompagnent sur ces sujets-là. Et il peut y avoir chez les femmes, ce qu'elles relatent, c'est des craintes d'un jugement, justement, du jugement de leur désir de grossesse, de certaines croyances. J'ai mis 2 exemples comme l'utilisation du kaolin, parfois chez certaines femmes qui vont l'utiliser avec une dimension spirituelle, une dimension de protection pendant leur grossesse. Puis nous, de notre côté, les professionnels de santé, on va avoir des anémies qui arrivent petit à petit et dire non, mais là, il faut arrêter le kaolin, sans forcément aller chercher à comprendre la symbolique de ce que ça peut représenter et réfléchir avec la patiente peut-être comment on peut faire autre chose. Ce que représentent aussi les césariennes, beaucoup plus élevées, je vous l'ai dit, mais avec des dimensions symboliques différentes aussi, parce que pour certaines femmes, le fait d'accoucher par césarienne, c'est comme si elles n'avaient pas rempli leur devoir de mère, qu'elles avaient un sentiment aussi d'illégitimité, donc aller questionner aussi ce que ça représente pour elles, un accouchement par césarienne. Et garder en tête qu'il y a un contexte post-colonial aussi, chez nous, les professionnels de santé français, donc que ça a joué tout ça dans notre imaginaire collectif et d'essayer d'aller l'identifier de notre côté. À toutes ces craintes du jugement, ces croyances invalidées, il y a un contexte social extrêmement précaire. Il y a un contexte aussi post-traumatique qui fait qu'on va se sentir aussi figé. Qu'il y a aussi parfois, et je l'ai mal dit dans ce diapo, les enfants que j'ai appelés du passé, mais en tout cas, tous ces enfants qui sont nés au pays, qu'on ne voit plus, que nous, on ne voit pas dans les consultations, qui parfois arrivent plus tard, mais pas toujours. Tous ces enfants qui sont morts aussi, des grossesses qui se sont arrêtées ou des enfants qui sont morts très tôt, qui font partie de l'histoire de la vie des femmes et qu'on fait peu vivre finalement quand on les reçoit ici en France.
Et ce moment si particulier de la grossesse, qui est un moment de transparence psychique et de réaménagement identitaire, où il y a une vulnérabilité particulière. Donc c'est important pour nous d'aller repérer les difficultés, repérer les vulnérabilités, les dépressions aussi notamment. On a parlé des décès maternels. Une des premières causes, c'est le suicide aussi. Donc il y a des signes de dépression qui peuvent apparaître en postpartum chez les femmes, qui parfois vont se manifester plutôt par des plaintes somatiques, et d'aller savoir reconnaître que là, il y a peut-être une dépression derrière. Et prendre soin des mères et du lien mère-bébé en observant, puis en essayant de discuter aussi avec la patiente des choses qu'elle met en place et d'aller valoriser aussi ce qui est présent. Et enfin, et surtout, d'adapter nos accompagnements qui sont encore pas tout à fait ajustés par rapport à ce public qu'on accompagne. Merci beaucoup. On les fait maintenant les questions ? Après ? Non, moi je... Merci beaucoup Claire Tontet, merci beaucoup pour cet exposé et la richesse des chiffres que vous avez mis en avant.